Bonjour, Bertrand Mario, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg. Aujourd'hui, une question intéressante. J'espère que c'est souvent des questions intéressantes qui se posent ici, mais en l'occurrence, c'est une question à propos du bénéficiaire effectif dans une association sans but lucratif ou une fondation, et plus généralement dans l'entrepreneuriat social. La question du bénéficiaire effectif, c'était évidemment une question qui intéresse la lutte, la législation de la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme. Voilà, et donc nous continuons aujourd'hui notre série sur les associations et les fondations sans but lucratif, et plus généralement sur l'entrepreneuriat social. Et nous évoquons une question intéressante, très connue donc du droit des sociétés, notamment, mais pas seulement, en matière de législation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et à la lutte contre le financement du terrorisme, aussi connu sous l'appellation Know Your Customer, KYC. La loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telle que modifiée ci-après la loi de 2004 et de son article 1, paragraphe 7 du 7e. Article 1, septièmement, définit notamment le bénéficiaire effectif, la notion de bénéficiaire effectif qui nous occupe aujourd'hui, comme incluant toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle le client, s'agissant d'une personne morale notamment, ou encore toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. Donc là, a priori, on peut entrevoir effectivement un lien avec notre secteur, notamment le secteur associatif et le secteur des fondations. Voilà. Cette notion de bénéficiaire effectif existe donc bel et bien dans l'entrepreneuriat social et dans le droit associatif. Ce concept pourrait donc s'appliquer à toutes les structures d'entrepreneuriat social. Et pour rappel, un petit rappel en l'espèce, nous définissons au cabinet largement cette notion d'entrepreneuriat social. Et nous faisons comprendre dans cette notion d'entrepreneuriat social toutes les entités sans but lucratif, donc ASBL, Fondation, etc. Les sociétés de type hybride, que sont par exemple au Luxembourg les sociétés d'impact sociétal, ou encore les entités purement commerciales, avec une forte vision ou une forte mission dans l'objet de cette entité commerciale. Voilà comment nous définissons largement cette notion d'entrepreneuriat social. Voilà pour le cadre de notre question de ce jour, s'agissant du bénéficiaire effectif dans notre secteur de l'entrepreneuriat social et plus particulièrement dans le secteur associatif et des fondations. Pour rappel, nous définissons, si on reprend la loi de 2004, la notion de bénéficiaire effectif comprend au moins, dans le cas des sociétés, petit a, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, du fait qu'elle possède directement ou indirectement un pourcentage suffisant, petit 1, d'actions, ou petit 2, de droits de vote, donc ça peut être simplement des droits de vote, ou d'une participation au capital dans cette entité, donc encore une fois, dans des sociétés sans action, mais avec des parts, comme les SARL par exemple, y compris par le biais d'actions porteurs aussi, ou petit a d'actions porteurs, petit b d'un contrôle par d'autres moyens, autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l'Union européenne, ou à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété. À cet égard, signe de propriété directe, une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25% des actions plus une sera prise en compte, ou une participation au capital de plus de 25% dans le client, détenu par une personne physique, et c'est un signe, cela, de propriété dite directe. Maintenant aussi un signe de propriété indirecte, une participation dans l'entreprise de l'actionnariat à hauteur de 25% des actions plus une, ou une participation au capital de 25% dans le client,
détenu par une société qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou par plusieurs sociétés qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques. Et cela est un signe de propriété directe. Pardon, de propriété indirecte dans ce cas-là. Propriété indirecte. Voilà. Quand c'est détenu directement avec une personne physique, comme on voyait à hauteur de 25% des actions plus une, ou une participation capitale de 25% dans le client, détenu par une personne physique, c'est un signe de propriété directe. Et cela rentre dans le cas dans le cas de figure des sociétés de la notion de bénéficiaire effectif. Et s'il y a un signe de propriété indirecte aussi, une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25% des actions plus une, ou une participation capitale de 25% dans le client, détenu cette fois par une société et non pas par une personne physique qui est contrôlée. Donc, société qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou par plusieurs sociétés qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques. Tout cela est un signe de propriété indirecte. J'espère que c'est compris en répétant. C'est souvent intéressant de répéter pour pouvoir mieux assimiler et mémoriser ces notions qui sont quelque peu complexes. Mais on essaie de débroussailler au maximum. Voilà. Donc petit a, on est toujours dans le cas des sociétés. Et le petit 2, si après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point 1 n'est identifiée comme étant un bénéficiaire effectif, nous dit la loi, ou s'il n'est pas certain que là où les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui occupe la position de dirigeant principal. Donc, par exemple, un directeur, un PDG, etc., sera considéré comme un bénéficiaire effectif. Donc cette notion est large. Bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Si l'on reprend encore cette loi de 2004, dans le cas des fiducies et des trusts, petit 1, le constituant sera considéré comme un bénéficiaire effectif. Petit 2, tout fiduciaire ou trustee. Troisièmement, le protecteur, le cas échéant. Quatrièmement, les bénéficiaires ou lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la construction ou l'entité juridique a été constituée ou opère. Cinquièmement, enfin, dans le cadre des fiducies toujours et des trusts, toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust par propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens. Et enfin, petit c pour les entités juridiques telles que les fondations, donc en matière de droit associatif, et les constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des trusts, toute personne physique occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point B. Voilà, comme nous disions sur le point B dans le cas des fiducies, vous pouvez retrouver tout cela sur notre blog marioavocat.com, marioavocat avec un s.com/vademecum, et vous aurez tout ça tout cela dans notre article rédigé. Et ainsi, s'agissant des associations ou fondations sans but lucratif, pour la question qui nous occupe, le bénéficiaire effectif peut comprendre donc les membres fondateurs ou les promoteurs d'une telle entité. Et donc, s'il s'agit, si vous êtes un praticien et vous êtes en charge de faire une analyse KYC sur une association ou une fondation, par exemple, moi je conseillerais de reprendre, de voir les membres fondateurs, les promoteurs, ça va sans dire, vous l'aurez compris, d'une telle entité ou toute autre personne qui aurait une voix prépondérante, même dans la prise de décision et même en matière de droit de vote, tout simplement, de la fondation sans but lucratif. Au cas où il y aurait un doute, moi, j'essaie de prendre le plus de personnes possible, parce que dans les structures associatives, par définition, ce sont des associations. Il y a plusieurs membres, 3 minimum, et à cet égard, voilà. Mais ce qui est intéressant dans la question d'aujourd'hui, c'est de comprendre que le droit associatif et le droit des fondations n'échappent pas à la législation, évidemment, en matière de blanchiment d'argent ou
de lutte contre le blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme. Et il faudra vraiment veiller à faire ce contrôle de manière assez pointilleuse, comme à chaque fois. Voilà. Bertrand Mariot, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg. Pour aller plus loin, on ne va pas reprendre in extenso notre article comme nous le faisons d'habitude, mais parce que ça va être un petit peu long, et nous avons repris une bonne partie dans notre article déjà de cet article. C'est l'article 1, paragraphe 7, l'article 1, 7e mois de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme tel que modifié. Voilà, et il y a, c'est une législation qui est de plus en plus élaborée, pour ne pas dire complexe, et voilà. À très bientôt, Bertrand Mariot, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg.